Yo, salut les techos, c'est Mickaël de tech2tech.fr. On se retrouve pour cette deuxième vidéo concernant le Hackintosh et de la rubrique monter son Hackintosh de A à Z. On a dans une précédente vidéo regardé un petit peu ensemble comment choisir ses composants, sur quel site aller, comment monter son PC et surtout comment créer la clé USB bootable qui va nous permettre aujourd'hui d'installer notre Hackintosh. Mais avant de passer à l'installation, il est important de configurer sa carte mère puisque lorsqu'on est sur un Hackintosh, il est nécessaire de désactiver pas mal de petites choses pour éviter d'avoir des soucis à l'installation du Hackintosh. Et donc comme vous le voyez à l'écran, j'ai allumé la machine fraîchement montée et elle m'avertit qu'il y a un nouveau CPU d'installer, c'est tout à fait normal, et qu'il est nécessaire de configurer la carte mère. Lorsqu'on installe un PC sous Windows 10, si on laisse tous les paramètres par défaut d'une carte mère, ça fonctionne plutôt bien. Mais néanmoins, je vous préconise d'aller jeter un œil sur vos UEFI et d'essayer de configurer ça aux petits oignons si vous savez ce que vous faites, bien entendu. Mais voilà, là pour un Hackintosh, ça va être nécessaire et je vais vous montrer un petit peu ce qu'il est nécessaire de désactiver pour l'installation. Par ailleurs, sur ce premier écran, on peut déjà trouver pas mal d'informations qui va nous indiquer que notre PC a été correctement monté puisqu'on retrouve nos deux SSD NVMe Samsung de 2 Tera qui ont été correctement détectés. Idem pour les barrettes de mémoire HyperX, on voit qu'on a 32 Go de mémoire et on se retrouve bien avec notre Intel i5 9600K qui est correctement détecté. Donc pour passer à la suite, on appuie sur la touche F1, ce qui va nous permettre de rentrer dans l'UEFI et de rentrer dans le vif du sujet. Mais avant de commencer à configurer notre UEFI et de mettre tous les paramètres qui vont bien pour lancer l'installation du Hackintosh, il est nécessaire de mettre à jour notre carte mère. Dans notre cas, attention, ce n'est pas forcément le cas et toujours préconisé pour toutes les cartes mères. En l'occurrence, sur cette carte mère, j'ai vu qu'il y a eu pas mal de personnes qui avaient mis à jour leur carte mère puisqu'ils avaient des petits soucis. Donc voilà, je vous préconise, si vous utilisez la même carte mère que moi, de la mettre à jour. Pour ça, vous allez dans le mode avancé en cliquant ici ou en appuyant sur la touche F7. Bien évidemment, vous téléchargez au préalable votre firmware, donc soit sur une clé USB, soit vous pourrez le faire, maintenant c'est possible, notamment grâce à l'UEFI. Vous allez pouvoir directement le faire via Internet. En général, moi je préfère, peut-être parce que j'ai l'habitude de le faire comme ça, mais je préfère télécharger le firmware et ensuite le mettre à jour. Donc on va aller dans Outils, dans Tools, et ici dans Asus S-Flash, hop, ici. Et là justement, on va pouvoir soit le faire via Internet, soit via le Storage Device, du coup votre clé USB. Vous voyez ici qu'on est en version 09.05 et tout à l'heure j'ai téléchargé la version 13.02, donc il y a de nombreuses versions de firmware qui sont sorties depuis, donc ça peut être intéressant de la mettre à jour. En l'occurrence ici on va sélectionner notre nouveau firmware, on va cliquer sur Yes et on va lancer donc le firmware qui est en date du 9 février 2019, on clique sur Yes. Et là, notre firmware va être mise à jour. Donc dans le cadre de certaines cartes mères, ça permettra d'avoir un peu plus de stabilité, des corrections de bugs, de nouvelles options. En l'occurrence ici, c'est vraiment d'avoir la carte mère la plus stable possible, l'intérêt. Donc notre machine redémarre, elle met à jour le BIOS ou l'UEFI. Et on va pouvoir vérifier ensuite dans les paramètres de notre carte mère que le BIOS a bien été updaté. Et donc là on voit que c'est parfait puisque on voit tout en haut là que l'Asus Prime Z390A a été mis à jour dans la révision 13.02, donc c'est ce qu'on souhaitait. Donc on va pouvoir appuyer sur la touche F1 pour continuer et on va pouvoir passer au paramétrage de notre UEFI. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va activer le profil XMP. Donc comme j'en ai parlé dans la vidéo précédente, mes barrettes mémoire HyperX sont compatibles et du coup vont être optimisées par la carte mère. Ensuite, il y a quelques autres paramètres à modifier. Pour ça, on va aller dans le mode avancé. Ici, si vous le souhaitez, vous pouvez passer votre UEFI en français. Moi en l'occurrence je préfère le garder en anglais, c'est plus facile quand j'ai des soucis ou quand j'ai besoin de faire des optimisations, de trouver de la documentation. Donc la plupart des paramètres qu'on va modifier seront dans avancé.
Ici, dans l'onglet CPU Configuration, on va commencer par désactiver la virtualisation. Donc ça, c'est surtout à l'installation. Plus tard, on pourra la réactiver si vous utilisez VirtualBox, VMware, etc. Ce sera possible. Mais pour l'installation, pour encore une fois avoir toutes les chances de notre côté, désactiver donc la virtualisation est plutôt préconisé. On va retourner maintenant à la racine des options avancées. On va aller dans Système et Agent. Ici, le VTD, pareil, on peut le désactiver. On va aller dans la partie graphique. On lui sélectionne bien, dans mon cas, puisque j'ai une carte graphique externe, qu'on utilise la carte graphique PCI Express. On retourne en arrière. Dans la partie PCH Storage, on va se mettre en AHCI ici. Donc voilà, ça c'est fait. On reste en AHCI. Donc là, on peut voir tous les autres disques qu'on a pu brancher s'il y en a d'autres. Et pour continuer, on va dans USB Configuration. Et ici, on va activer donc le Legacy USB et le XHCI ici qu'on active. Et voilà, et pour terminer, on va dans Boot ici. Et on va désactiver donc le Secure Boot ici. Donc pour ça, vous vous mettez donc sur Autre OS ici et vous supprimez donc la Secure Boot, ce qui vous permettra d'entrer dans le statut ici, vous le voyez, Secure Boot State Disable. Donc ça, c'est important a priori pour l'installation de macOS. On a fait à peu près le tour, donc dans ces cas-là, on n'a plus qu'à sortir. S'il y a des options que vous recherchez, vous pouvez utiliser le menu de recherche, donc c'est plutôt bien fait. Ici par exemple, si vous ne trouvez pas l'XHCI, vous tapez le nom de l'option et vous allez pouvoir directement jouer sur l'option. Donc ça c'est plutôt cool, c'est plutôt bien foutu de la part d'Asus. Et en parlant de trucs bien foutus, il y a également... Alors on va retourner dans le Easy Mode. On a également, donc, vous l'avez vu, des informations sur les ventilateurs, sur la performance de la carte mère en règle générale, la température, et vous allez surtout avoir un mode d'overclocking. Donc dans le cas où vous utilisez un CPU en version K, vous allez pouvoir l'overclocker de façon intelligente en passant ici sur AI Optimized. Ça va vous permettre donc d'optimiser la puissance de votre CPU et d'utiliser quasiment le maximum de puissance en fin de compte et de façon intelligente. Vous n'avez rien à faire, c'est la carte mère qui se charge d'overclocker votre CPU. Donc c'est plutôt pas mal. Pour l'installation, je préfère la désactiver pour l'installation de macOS. Après, pourquoi pas tester derrière si effectivement ça permet d'avoir de meilleures performances, un meilleur benchmark derrière. C'est plutôt à tester. Donc une fois qu'on a fait tout ça, on n'oublie pas de sauvegarder, donc en cliquant sur Save, et de cliquer sur OK. Et donc maintenant qu'on a mis à jour l'UEFI, qu'on l'a paramétré, on va mettre à jour mes SSD NVMe. Alors tout ça bien évidemment c'est pour mettre le plus de chances de notre côté. La mise à jour des NVMe va permettre également peut-être de gagner en performance. En tout cas ça va permettre d'avoir le dernier firmware proposé par Samsung. Et pour ça il y a deux manières de procéder. Alors si vous êtes sur PC, vous téléchargez Samsung Magician qui permet de contrôler les performances, de tester les performances du NVMe et des SSD, mais également de mettre à jour le firmware. Alors pour ça vous allez directement sur le site de Samsung dans support, driver, etc. Et vous allez pouvoir le télécharger. Si vous n'avez pas de Windows à portée de main sur la machine sur laquelle il y a les NVMe, il est possible de télécharger le firmware en format ISO, de le graver sur un CD par exemple, ou encore d'utiliser Rufus pour créer une clé USB bootable qui va nous permettre de mettre à jour ces drivers. Alors moi c'est comme ça que j'ai procédé, j'ai pris une clé USB, j'ai mis Rufus, j'ai balancé l'ISO dans ma clé et j'ai pu mettre à jour mes deux NVMe. Alors ça y est, la clé USB est terminée, on y est presque, on n'a plus qu'à l'insérer dans l'ordinateur qu'on veut transformer en Hackintosh et démarrer sur cette clé. Alors c'est parti, je démarre la machine et on va voir si effectivement j'ai correctement fait le taf, si j'ai bien mis les kexts qui vont bien pour arriver jusqu'au menu d'installation de macOS Mojave. Alors là on est sur Clover, vous voyez que j'ai qu'une seule possibilité là, c'est de choisir
donc l'installation de macOS, donc ça tombe bien. Vous avez pas mal de petites options aussi ici en bas qui vous permettront justement de démarrer par exemple en mode verbose si vous avez besoin de débugger, etc. Là en l'occurrence, l'installation va forcément se faire en mode verbose puisque ça a été défini lors de l'installation de Clover. Donc on lance l'installation et on voit qu'on n'a pas la jolie pomme avec la barre de chargement, mais plein de lignes de commande, ça peut faire flipper. Mais c'est nécessaire si vous voulez dépanner justement votre Hackintosh, si vous voulez comprendre pourquoi il ne va pas jusqu'au bout ou pourquoi il freeze. Des fois, on peut avoir justement la pomme avec la barre de chargement qui freeze à la moitié par exemple et il ne se passe rien. Eh bien, en mode verbose, ça va nous permettre de savoir sur quelle ligne, quelle commande il bloque et du coup de pouvoir soit injecter le texte, le pilote qui va bien, soit trouver une autre solution. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va patienter un petit peu. Il y en a pour quelques minutes, le temps qu'il arrive jusqu'à l'installation, en espérant que ça se passe bien. Et on pourra ensuite installer macOS sur notre machine. Alors attention, est-ce que ça va marcher? On a quelques secondes de le savoir puisqu'on arrive à la fin du chargement de la clé USB d'installation. Alors on a maintenant la souris et oui, ça a fonctionné, donc ça c'est déjà top puisque ça veut dire que notre clé USB fonctionne bien. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'on va aller jusqu'au bout de l'installation. On va le voir, peut-être qu'il y aura des soucis, ça m'est déjà arrivé. Là en l'occurrence, je pense que ça devrait le faire puisque c'est une clé que j'avais déjà essayé sur une carte mère similaire. Donc on va faire suivant, on va sélectionner donc le français. Et là on va passer à une installation traditionnelle de macOS. Donc on va devoir d'abord formater le disque sur lequel on va installer macOS. En l'occurrence, on est ici sur un Samsung NVMe de 2 Tera, donc pour avoir la meilleure vitesse possible en accès disque. Donc on va effacer ce premier SSD. Donc le deuxième me servira, alors on va mettre macOS Mojave et on va mettre SSD NVMe. Voilà. On fait suivant, effacer. Et là, ça va nous formater notre premier disque. Donc le deuxième servira à installer Windows 10, puisque comme je l'ai expliqué dans la vidéo précédente, l'idée c'est de faire un dual boot et d'avoir un système qui me permettra et d'une part de travailler et de jouer sur Windows 10 et d'autre part de faire mes montages vidéo, les montages sur Photoshop via macOS. Donc on clique sur OK, on voit que notre disque est maintenant formaté. On va pouvoir le sélectionner sur le menu d'installation, donc on clique sur installer macOS et on va continuer, accepter le CLUF, on accepte le contrat de licence, on sélectionne notre NVMe et on clique sur installer. Voilà, donc l'installation est partie. Ce qui va se passer, c'est que il va copier les fichiers d'installation sur notre NVMe, ensuite il va redémarrer. On va devoir redémarrer sur notre clé USB puisque pour le moment le Clover, donc le bootloader, n'est pas installé sur notre NVMe, sur le disque dur principal. Donc il faut démarrer sur notre clé USB. On va resélectionner cette fois notre NVMe pour pouvoir démarrer dessus. Et on pourra ensuite réinstaller Clover sur le NVMe. Alors je sais que ça paraît compliqué, c'est pour ça que la vidéo est là. J'espère qu'en vous montrant tout ça, ce sera beaucoup plus clair pour vous. Et sinon, il y aura les commentaires, n'hésitez pas. Donc je vous retrouve juste après l'installation, une fois que tout ça est terminé et qu'on se retrouve sur le menu de configuration de macOS Mojave. Donc là, vous voyez que l'ordinateur a redémarré. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va repasser, donc cette fois, plus sur le SSD, mais on va passer sur le NVMe sur lequel on a installé macOS pour continuer l'installation de macOS. Donc là, Clover nous sert de bootloader. Il est toujours installé sur la clé USB, donc la clé USB est toujours nécessaire. Et on viendra installer Clover directement sur le NVMe juste après l'installation, une fois que tout sera bien installé correctement. Voilà, après ce premier redémarrage, l'installation est en train de se finaliser. Ensuite, on aura un dernier redémarrage sur lequel on arrivera sur la configuration de macOS, le langage, etc. A few moments later. Donc voilà, la machine est en train de redémarrer. En théorie,
On devrait toujours être sur Clover. Si besoin, vous sélectionnez votre clé USB. Et ici, on voit qu'on a plusieurs partitions. On va sélectionner la partition principale, donc macOS Mojave, SSD, NVMe, celle qu'on a créée tout à l'heure. On le sélectionne, on voit qu'on est toujours en mode verbose, donc ça c'est tout à fait normal. C'est pour des raisons de debugging, c'est plus facile de démarrer en mode verbose. Si tout ça, ça fonctionne bien, après sur Clover, on pourra tout à fait supprimer le mode verbose. Donc là, on voit que ça démarre. Et c'est magique puisque maintenant on est sur le panneau de configuration du Mac. Donc on voit que ça a correctement, enfin ça a bien fonctionné. On va sélectionner notre pays, hop, France. Donc je passe assez rapidement ces étapes, c'est pas forcément très intéressant. Donc je n'ai pas besoin de transférer d'informations. Je n'ai pas, enfin pour le moment je vais pas rentrer mon compte Apple. Mais on pourra le faire plus tard. Donc j'accepte les termes et les conditions. Je vais mettre un nom de compte, un mot de passe, c'est indispensable. Puisque c'est le mot de passe qui nous permettra d'effectuer des actions en tant qu'admin sur macOS. Donc là on peut customiser ou continuer, on va continuer. On pourra bien évidemment customiser tout ça, mais là l'idée c'est de vous montrer comment installer le Mac, c'est pas forcément de faire un tuto sur le Mac en lui-même. Donc on va rester en thème clair. Et donc en théorie, on est maintenant sur macOS Mojave. Donc vous voyez, hop, là il me demande de configurer mon clavier. Hop, il peut pas être identifié. Pareil, ça c'est pas très grave, on pourra le faire plus tard. Donc voilà, vous voyez que là, ça fonctionne déjà plutôt bien. En théorie, notre carte réseau est reconnue. Donc voilà, on peut naviguer correctement. Ce qu'on va faire ensemble maintenant, c'est installer Clover sur la partition principale. On n'aura plus besoin de notre clé USB. Et tous les textes qu'on a utilisés sur notre clé USB, on va les rapatrier donc sur notre partition principale, là où il y a Clover. Et donc pour ça, on télécharge ou on retélécharge le PKG. Je vous mettrai bien évidemment le lien en description. Et ensuite, une fois que vous l'avez téléchargé, vous n'avez plus qu'à le lancer. Donc on va lancer Clover. Hop. Il est possible que vous ayez besoin de l'autoriser dans les sécurités du Mac. Moi, c'est bon. On fait continuer. Et donc là, c'est important. Cette fois, au lieu de choisir votre clé USB, d'en changer l'emplacement, vous allez sélectionner macOS, votre SSD, votre disque, votre NVMe, comme dans mon cas, et surtout pas votre clé USB, puisque là, on veut installer Clover sur notre machine. Donc on fait continuer, une fois qu'on a fait ça, et on clique sur personnaliser. Et donc ici, comme pour la première fois, on va pouvoir s'appuyer soit sur ce que vous aviez déjà mis pour votre clé USB, soit au Vanilla Guide, qui est toujours là, qu'on avait utilisé pour la création de la clé USB. Donc vous vous appuyez dessus, là en l'occurrence moi je vais rester sur les mêmes paramètres, donc carte mère UEFI, et dans les pilotes UEFI, on va garder APFS, Aptio Memory Fix, HFS+, et SMC Helper. Donc la même chose que la première fois, et on supprimera donc Aptio Memory Fix, et on mettra notre Memory Fix, le fichier que j'ai récupéré la première fois pour mettre sur la clé USB, et on va mettre tout ça dans la clé USB. Donc une fois qu'on a fait ça, si jamais il y a des choses en fonction de votre carte mère, et ben cochez-les, et si par défaut ça fonctionnait déjà très bien, restez par défaut. Et on va cliquer sur installer, et cette fois Clover va s'installer donc non pas sur votre clé USB mais sur le disque principal, votre disque dur bootable. Voilà, donc une fois que c'est terminé, on va passer à la configuration de tout ça. Clover n'a pas installé tous les textes que j'avais sur ma clé USB, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser Clover Configurator, qui lui va nous permettre d'ouvrir l'EFI de notre clé USB, l'EFI de notre NVMe, de notre disque dur principal, enfin notre SSD principal, et on va copier les textes qu'on avait utilisés sur notre clé USB pour les mettre sur notre partition principale. Voilà, maintenant on va télécharger Clover Configurator.
pour récupérer le fichier config.plist qu'on avait sur notre clé USB et qui fonctionnait bien. Les kexts, on va les récupérer aussi et on va les copier dans le Clover qu'on vient d'installer dans la partition principale. Donc pour ça, on télécharge et on installe Clover Configurator. Voilà, on a téléchargé Clover Configurator, on va pouvoir le lancer. Donc même exercice que tout à l'heure, il est bloqué, donc on va dans sécurité et confidentialité et on clique sur ouvrir quand même. Ici, on va cliquer sur Mount EFI et on va monter donc la partition EFI de notre clé USB qui est toujours connectée ici. Donc on va faire un Mount Partition. Hop, on s'authentifie. Et ici, du coup, on a notre EFI, donc celui qui fonctionnait bien avec Clover, le config.plist qui allait bien, et les kexts, hop, c'est pas ici, ici, qui fonctionnaient très bien. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la même chose de l'autre côté, ici, Open Partition. Donc ça, c'est l'EFI qui est sur mon SSD. Et on va aller recopier donc les kexts. Ici, dans Other, on va mettre la même chose. Donc, copier, coller. Hop. On avait besoin de drivers EFI. On va les mettre également. Donc, ici, hop, on peut supprimer cela. Hop. Et on va copier celui-ci. Hop, ici. Et ensuite, le dernier truc qui nous reste à faire, c'est de récupérer donc le plist ici et de le copier. On va le remplacer. Et donc là, en théorie, on va regarder en cliquant ici, on va ouvrir le FI qu'on a recopié. Et donc là, on va se retrouver voilà, avec exactement les mêmes settings. Et on va voir que on boot toujours en mode verbose, mais ça reste intéressant de continuer à le faire. Et puis une fois que vraiment tout sera stable, on pourra le retirer et sauvegarder le fichier config.plist. Donc là, a priori, on est plutôt bon. Hop, on va fermer tout ça. Je vais juste démonter proprement ici les partitions EFI. Et on va surtout retirer notre clé USB, puisqu'en théorie, on n'a maintenant plus besoin de notre clé USB. Notre Hackintosh est maintenant finalisé, mais pour en être sûr et certain, on va redémarrer une dernière fois. Je vais retirer la clé. Hop. Et on va redémarrer tout ça. Et on croise les doigts pour qu'on redémarre correctement sur macOS Mojave. Donc la machine redémarre. On devrait avoir Clover, voilà, alors qu'on n'a pas de clé USB de brancher et donc on a des partitions de réparation, etc. On n'en a pas besoin. On va continuer sur macOS Mojave SSD NVMe, c'est comme ça que j'ai appelé mon disque NVMe. Et maintenant, on croise les doigts pour ne pas avoir d'erreur et que tous les kexts qu'on a copiés soient bien digérés par notre macOS. Alors on voit que ça démarre très vite, donc ça c'est aussi grâce à l'effet NVMe. Et donc on voit qu'on est maintenant sur macOS Mojave sans problème. Si on regarde ici dans à propos de ce Mac, on retrouve bien donc la version. On retrouve bien notre processeur i5 9600K avec ses 32 Go de mémoire et notre carte graphique Radeon RX 588 Go. Donc c'est parfait, tout fonctionne correctement, je vais pouvoir installer Final Cut, etc. Mais avant ça, je voulais vous montrer un petit peu, faire un petit benchmarking de cette machine, de la machine que j'ai montée là, et vous montrer à quel point le NVMe est pas indispensable, mais va vous permettre d'obtenir des performances incroyables en termes de vitesse d'IO, de vitesse disque. Voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo, mais avant de terminer, je voulais juste faire un petit benchmarking de ce Hackintosh. Alors, c'est pas le plus gros des Hackintosh, puisque il y a beaucoup mieux en termes de processeur, il y a beaucoup mieux en termes de carte graphique.
Néanmoins, je voulais qu'on fasse un petit benchmark ensemble pour vous montrer à quoi ça ressemble et ça permet de le comparer à d'autres Hackintosh ou alors à d'autres vrais Mac par exemple. Donc pour ça, on va utiliser Geekbench qui est disponible sur Windows ou sur macOS et on va pouvoir tester donc notre CPU mais également la partie graphique en fait, la carte graphique. Donc pour ça, on va cliquer sur Run CPU Bench. Là, pendant plusieurs minutes, il va tester donc le CPU. Je crois qu'il teste aussi, enfin, il travaille avec la mémoire vive. Et du coup, après, on va avoir un score final et ça va nous permettre de se comparer aux autres. Il y a pas mal de personnes qui font des configurations Hackintosh et en général, quand elles postent leur configuration, elles aiment bien aussi mettre leur Geekbench pour savoir à peu près si leur configuration est valable, si elle est puissante ou non. Donc voilà, le résultat s'affiche ici. Donc on est à 6000 en multicore et à 1200 en single core. On va pouvoir ici regarder donc dans les benchmarks Mac. Ici justement, donc nous on est à 1200 et donc ça équivaut a priori donc à un Mac qui est en i7. Donc nous on est sur ce processeur là. Donc ça nous permet de voir que on est légèrement au-dessus, donc c'est plutôt pas mal. Et donc pareil, on peut vérifier après en multicore ce que ça donne. Voilà, et nous on était i5 9000, alors je sais pas où il est ici, 5400. Et hop, nous on est à 6000, donc c'est plutôt pas mal de ce côté-là. On va pouvoir faire la même chose côté graphique, sachant que on va pas avoir un score énorme dans le sens où c'est pas la meilleure carte graphique qui existe. Néanmoins, c'est une carte très bon marché. Moi, je fais tous mes montages Final Cut avec et j'ai zéro souci. Je joue également sur Windows avec la RX 580. Donc vraiment, pour moi, je pense que c'est pas nécessaire d'aller dans des cartes à 1000 ou 1200 euros. Voilà, cette carte qui doit être à moins de 300 euros. C'est plus que correct, donc je le conseille vivement pour ceux qui ont à peu près la même utilisation que moi. Donc voilà, on voit qu'on est à 43 000 et donc là pareil, on va pouvoir faire donc un comparatif et vérifier donc les cartes de même type, à combien ils sont exactement. Voilà, ça permet de benchmarker et il y a un benchmark qui est plus qu'intéressant à faire sur ma machine puisque j'ai vraiment mis beaucoup d'espoir dans les NVMe, donc vous savez ces SSD qui sont intégrés, enfin qu'on peut mettre directement sur la carte mère. Donc la carte mère Asus qui a deux ports NVMe, donc c'est super intéressant dans mon cas puisque j'ai un NVMe de 2 Tera sur Windows 10, un NVMe de 2 Tera sur macOS, donc c'est parfait. Et donc pour benchmarker ça, on va utiliser Blackmagic qui lui va faire des tests d'écriture et de lecture sur mes disques. Et on voit tout de suite la différence. Avec un SSD classique, on est aux alentours de 500 mégas. Et là, on est à plus de 2800 et presque 3000 en lecture. Donc c'est vraiment énorme. Et donc ça, c'est grâce au NVMe Samsung 970 Evo Plus qui sont vraiment très rapides comme vous pouvez le voir sur les benchmarks qu'on voit à l'instant. Et donc ça va me permettre de faire mes rendus beaucoup plus rapidement. Quand ils seront copiés sur ma machine, ça va être extrêmement rapide et donc ça c'est plutôt cool. Et donc une fois que vous avez fini votre Hackintosh, il est possible de faire un double boot, Windows 10 et Hackintosh. Et pour ça, c'est très simple, vous ajoutez un disque supplémentaire. Par exemple, moi, c'est pour ça que j'ai 2 SSD. Vous installez donc un disque supplémentaire, vous insérez votre clé USB bootable d'installation de Windows 10 et vous démarrez dessus. Et là, vous installez tout sur, attention, il faut bien choisir le bon disque, mais vous installez tout sur votre nouveau disque, pas sur celui du Hackintosh. Et donc ensuite, c'est Clover qui vous proposera de démarrer soit sur Windows 10, soit sur macOS. Alors attention, la seule particularité à tout ça, c'est qu'il faut bien définir dans votre UEFI en disque de démarrage le disque où il y a Clover. Donc voilà, je pense qu'on peut terminer sur ces images, sur ces belles images de ce Hackintosh terminé avec succès, puisque j'ai pu tester l'USB 3, j'ai pu tester la veille,
prolongé, il y a vraiment tout qui fonctionne, donc c'est vraiment cool. Il est extrêmement rapide, donc c'est plutôt cool. J'ai la même chose sur Windows 10 et j'ai un double boot Windows 10, donc c'est vraiment, vraiment sympa. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour les prochaines vidéos de Hackintosh, puisque j'ai comme projet de monter un Hackintosh sur processeur AMD. Ce sera vraiment pas tout de suite, mais certainement en 2020, donc n'hésitez pas à rester connecté, à me suivre sur Facebook, Twitter également. J'espère que cette vidéo, même si elle est vraiment longue, elle est très complète, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, eh bien n'hésitez pas dans les commentaires. Si vous avez déjà monté votre Hackintosh, eh ben, je serais ravi d'en parler avec vous. Et puis je vous dis donc à très bientôt dans de prochaines vidéos. Ciao!